Bon, bonjour tout le monde. Bienvenue pour cette conf pour parler de microservices, mais finalement ici n'avait rien à voir avec la technique. Alors, on va voir ce que ça donne. C'est une conf un peu moins technique justement que j'ai l'habitude de faire, donc n'hésitez pas à me dire à la fin si c'était suffisamment clair ou pas. Euh, donc je vais me présenter vite fait. Je m'appelle Yves, je suis Senior Software Engineer chez Docker, principalement sur du back-end, sur Docker Hub, donc sur tout ce qui est lié au publisher. Donc les images officielles, les verified publishers, le programme open source. Alors je ne vais pas vous faire une grosse présentation bien marketing de Docker, je pense que pas mal de gens connaissent. Ce que vous savez peut-être un peu moins, c'est qu'il y a 2 ans, en gros, on a complètement repivoté la boîte, où on s'est séparé d'une énorme partie de l'entreprise. Et au final, ça s'avérait plutôt gagnant, puisque là, on vient de clore notre série C, et donc ça marche plutôt bien, on est en bonne croissance. Donc d'ailleurs, ça sera le seul truc un tout petit peu corporate, on embauche, s'il y a des gens qui veulent. On embauche pas mal. C'est que du full remote. C'est sur plein de projets différents, que ce soit du back, du front, de l'infra, de la data, un peu tout ce que vous voulez. Toutes les équipes sont distribuées. Donc voilà, vous pouvez apply, c'est assez simple. On a un stand aussi, donc n'hésitez pas à venir voir. Bon, voilà, je vais juste clore cette partie tout de suite. Déjà, la première chose, c'est de quoi on parle. Pourquoi on parle de ça en fait? Pourquoi on va parler de microservices? Pourquoi on parle des fois d'architecture, d'organisation, de choses comme ça? Euh, le but déjà, c'est d'améliorer ce qu'on fait, de pouvoir délivrer de la valeur. Le but ultime, ça reste toujours de fournir finalement les fonctionnalités que les utilisateurs ont besoin. C'est pas juste pour la beauté du geste. Et puis, on voudrait pouvoir le faire toujours un peu plus vite, avec moins de friction, de manière durable, c'est-à-dire que ce qu'on fait vite aujourd'hui, on voudrait pouvoir le faire vite demain, etc. Donc on est là-dedans. Je pense que c'est un peu le sujet de beaucoup de personnes dans à peu près toutes les entreprises. Et puis ça fait quand même maintenant quelques années qu'on entend pas mal parler de microservices. Et le problème, c'est qu'on ne sait jamais trop quoi en penser. Parce qu'un coup, on a quelqu'un qui nous dit ouais, commencez avec un monolithe et puis ensuite allez le casser pour faire du microservice. Et en même temps, on a d'autres qui nous disent oui, mais alors si vous voulez faire des microservices, faites pas un monolithe, faites des microservices directement. Puis après, plus personne s'y retrouve. Oui, mais alors quelle taille je dois faire pour mon service? Est-ce que c'est trop gros? Est-ce que je dois le redécouper? Et on commence à avoir plein de règles plus ou moins arbitraires. Genre, voilà, un microservice, ça devrait être quelque chose qu'on réécrit en 2 semaines. Ou ça fait tant de lignes, ou ça a tel scope. Le problème derrière tout ça, c'est que plus on lit sur les microservices, moins on sait. On a juste tous les avis dans tous les sens en permanence. Mais tous ces avis sont généralement techniques. On va vous expliquer justement quelle est la taille, quelle techno il faut utiliser, quel framework. Mais si personne ne se met jamais d'accord sur techniquement qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est un service, comment l'architecture, comment on le définit, peut-être que c'est parce que ce n'est pas du tout une histoire technique. En fait, peut-être que la réponse à quelle est la taille ou quelle est l'architecture de mes services n'a rien à voir avec la technique. Et c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette conf. Donc voici entre autres ce que vous ne trouverez pas dans la conf. Donc on ne parlera pas d'outils, on ne parlera pas de techno, on ne parlera pas de Docker ou de conteneurs ou de cube ou de ce que vous voulez. Donc si vous étiez venu pour ça, restez quand même, hein. Peut-être que ça ira quand même. Mais évidemment, l'exception confirme la règle, on va parler un tout petit peu de technique quand même. Il y a juste un slide. Est-ce que parfois tout de même, est-ce qu'on n'aurait pas quand même quelques cas qui, eux, en effet, ont à voir avec la technique? Et oui, on en a. C'est-à-dire qu'on a toujours des cas techniques valides. Le cas le plus classique, c'est des besoins en ressources spécifiques. Donc ressources, c'est vaste. Ça peut être de la mémoire, du CPU, parce que, je ne sais pas, un programme a besoin d'un GPU ou d'un autre device spécifique. Dans ce cas, on va le faire. J'avais un exemple tout bête, j'avais bossé il y a quelques temps sur une appli, c'était des timelapse. Le fond du truc, c'est gérer des utilisateurs, gérer des comptes. Ça, un bon monolithe, c'était du Rails, ça marchait très très bien. Et faire énormément de transformation d'images. Ça, si je devais faire scaler mon Rails pour être capable je sais pas, me resizer 2000 images à la seconde, ça va commencer à être dur. Donc, on l'extrait, on met. Alors, c'était du serverless à l'époque, mais peu importe la techno,
Voilà, j'ai mon besoin spécifique, je le sors, très bien. On peut avoir des besoins de sécurité. Ceux-là sont en général assez intéressants. On l'a fait sur le hub, je bossais sur le scan de vulnérabilité qu'on a fait avec Snyk. Donc à un moment donné, on a introduit un composant tiers. Un composant tiers, c'est pas qu'on n'a pas confiance, mais on veut pouvoir le contrôler. On ne veut pas qu'il ait accès à tout. S'il crache, on ne veut pas qu'il embarque le reste. Bon, on va l'isoler, on le met dans un service, dans un microservice si on veut. On peut le faire après, on peut avoir plein de choses comme ça. Je sais pas, une techno qui n'existe pas dans la stack qu'on utilise. Donc bref, on a un certain nombre de cas, généralement techniques, qui marchent. Le truc, c'est que c'est toujours spécifique. C'est-à-dire qu'on a une vraie raison. C'est pas juste notre service a dépassé telle taille, donc on le split. Non, ça ne marche pas. On a besoin spécifiquement de l'extraire, on l'extrait, très bien, tout va bien. Mais donc si tous les autres n'ont généralement rien à voir avec la technique, avec quoi ils ont réellement à voir? Généralement, si ce n'est pas technique, c'est que c'est humain. Et là, ça va commencer à devenir assez intéressant, parce que finalement, on a besoin de comprendre une chose, c'est qu'il y a une règle entre une relation, on va dire, entre la technique et la partie humaine. Et si on ne la comprend pas, eh ben, on va toujours la subir. Alors, cette relation, c'est la loi de Conway. Alors, je vais juste voir comme ça, qui connaît la loi de Conway? Ok, pas la moitié. Mais justement, c'est assez intéressant. Alors, je vais vous mettre la définition. Donc, la définition, c'est les organisations qui conçoivent des systèmes tendent inévitablement, ça c'est déjà important, à produire des designs qui sont la copie des structures de communication. Un premier point tout de suite, c'est que ça date quand même de 68. Donc ça fait plus de 50 ans que quelqu'un a sorti cette loi, et que finalement, la majorité des gens ne la connaissent pas. Et en général, quand je discute avec des gens qui en ont entendu parler, de là à pouvoir dire précisément ce que ça veut dire, quel impact ça va avoir et comment on ne la subit pas, il y a en général encore moins de gens. Ce qui est vraiment dommage, quand même, 50 ans à l'échelle de notre métier, c'est qu'on est presque à la préhistoire, quoi. Et il faut avoir en tête une chose, c'est que cette loi, elle est entendue aujourd'hui comme une observation sociologique valide. C'est-à-dire que ce n'est pas une opinion, en fait. Et donc, justement, pourquoi cette loi compte, c'est on a suffisamment de preuves aujourd'hui que cette loi existe. Il y avait par exemple donc, le MIT et Harvard Business School qui avaient fait un travail. Alors, c'était un travail en miroir, c'est-à-dire observer finalement ce qui s'est passé et voir quelles étaient justement la relation au-dessus avec les équipes et tout, mais qui dit que, voilà, grossièrement, si on a des équipes distribuées, on fait du soft distribué. Alors le corollaire, ça voudrait dire que si on n'a pas d'équipe distribuée, peut-être qu'il ne faut pas faire de soft modulaire. Il y a peut-être des questions à se poser là-dessus, justement. Et la deuxième chose qui est aussi très intéressante, c'est que si justement les deux aspects, donc l'aspect système d'un côté, l'aspect humain de l'autre, ne matchent pas, il y en a un qui gagne, et généralement c'est l'humain. Alors il gagne toujours parce qu'en fait l'aspect humain répond à beaucoup plus de contraintes que l'aspect technique. L'aspect humain, c'est parce que vous êtes dans des bureaux différents, parce que les HR ont fait un truc, parce que vous êtes sur des time zones différentes, etc. Il y a plein d'autres contraintes qui dépassent largement le cadre technique, qui fait qu'il va toujours finir par gagner. Mais si on dit qu'il y en a un qui gagne, c'est-à-dire qu'il y a des frictions derrière. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? La première chose, déjà ce qu'on veut, c'est surtout ne pas la subir. Et la première chose, c'est qu'on pourrait dire qu'on a le choix. On peut dire, voilà, on va contraindre les aspects techniques, c'est-à-dire je décide mon architecture qui va avoir tant de services, qui communique de telle façon et tout. Et puis, je vais assumer les conséquences humaines. Déjà, il faut avoir conscience des conséquences humaines qu'il va y avoir derrière. L'autre, c'est de se dire, je vais faire le contraire. Je contrains mon organisation humaine et je vais accepter que ça va avoir un impact sur mon organisation technique. L'impact, ça peut être justement que ça se passe mal, typiquement. Mais ces deux choix sont toujours compliqués. On n'arrive jamais vraiment à se décider. Souvent, en fait, on contraint l'humain parce que l'organisation humaine de la boîte, généralement, ne vient pas d'engineering, ou pas uniquement, en tout cas. Alors, ce qui serait intéressant, c'est qu'il y ait une troisième voie, qui est ce qu'on appelle la manœuvre inverse de Conway. C'est-à-dire qu'on va juste mixer l'ensemble et se dire qu'on organise les équipes
dans le but d'atteindre le design technique qu'on veut. Et là, ça commence à être intéressant. C'est-à-dire qu'on a besoin du design technique et on va contraindre toute notre organisation dans ce but. Le truc comme ça, c'est que ça veut dire que le management va finalement décider l'infrastructure système. Et il faut aussi en avoir conscience. Dans certaines entreprises, le management est très technique, donc ça marche assez bien, ce n'est pas le cas de tout le monde, et même dans ces cas-là, les intérêts ne sont pas les mêmes. Mais donc voilà, l'idée c'est comment on va pouvoir justement faire ça. Et alors, je vais revenir juste sur la définition, parce qu'il y a quand même... Alors il y avait le inévitablement, donc ça c'est le fait que, en vrai, ça fait 50 ans qu'on sait que ça s'applique et on ne le fait pas. Et le deuxième point qui était intéressant, c'est la structure de communication. C'est-à-dire qu'en vrai, ce qui nous intéresse, c'est pas de mapper genre des équipes sur des services. Plein de boîtes qui font ça, généralement, ça marche toujours pas mieux. Le vrai truc ici, c'est la structure de communication entre les équipes, entre les personnes au sein de l'entreprise. Alors, si on était côté technique, bon, c'est assez simple. Je pense qu'on sait faire aujourd'hui. On va définir des API, on va expliciter dans des confs, dans des services mesh, dans ce qu'on veut, qui doit ou peut parler à qui n'a surtout pas le droit de parler à qui. Donc le qui, c'est des services. On va pouvoir définir des formats, on va pouvoir les tester d'ailleurs, s'assurer que tout est bon. Et au final, ce qu'on fait là, c'est qu'on définit, on restreint, voire on contractualise toute la communication entre l'ensemble de nos services. Mais donc si on dit qu'on a cette relation entre la technique et l'humain, on sait le faire côté technique, et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour les équipes? Puisque ce qu'on veut, c'est mapper la structure de communication sur notre technique. On va faire exactement la même chose. C'est-à-dire que ce qu'on veut, c'est définir, restreindre ou contractualiser la communication. Alors, juste un truc, et je reviendrai sûrement après encore dessus, on parle bien de la communication dans le sens ce dont j'ai besoin pour réaliser mes tâches. On ne parle pas d'empêcher ou de restreindre ou de contractualiser la façon dont vous allez juste parler à votre collègue qui est à l'autre bout. Hein. On parle vraiment que de ce dont j'ai besoin tous les jours. Je sais pas, je dois déployer quelque chose, avec qui je parle, comment. Donc voilà, on va voir ça. Alors il y a une chose aussi, la communication, en fait c'est jamais ça, c'est jamais si simple. Alors on va prendre juste quelques slides sur l'exemple d'une entreprise. Donc voilà, on a une équipe. Alors j'ai pris 6 personnes. Il manque quelques liens et tout, vous verrez, mais c'est juste pour l'illustration. Donc dans mon équipe, ce que je veux, c'est une communication qui soit très rapide. Je veux pouvoir parler facilement avec la personne avec qui je travaille tous les jours. Si j'ai une question sur mon bout de code, sur la tâche que je dois réaliser, je dois avoir quelqu'un tout de suite. Donc on a des liens, alors je sais qu'il en manque quelques-uns, mais on a des liens très rapides entre tout le monde. Et c'est d'ailleurs un peu ce qui forme l'équipe. C'est le fait d'avoir ce groupe relativement soudé qui va communiquer très vite. Alors, dans l'entreprise, je peux avoir une deuxième équipe, et puis pour une raison, entre autres, qu'on verra plus tard, mais il peut y avoir plein de cas, finalement, ces deux équipes, elles ont besoin de travailler conjointement. Donc, on va juste avoir un autre flux de communication d'équipe à équipe. Alors, ce flux est forcément un tout petit peu plus lent, parce que si je dois m'adresser à une équipe, s'adresser à une équipe, l'équipe en général ne me répond pas. Il faut que je m'adresse à quelqu'un. Oui, mais alors qui? Qui dans l'équipe va répondre à mon problème? Donc il y a déjà des questions qui vont faire qu'on va un tout petit peu moins vite. Et puis l'équipe, je ne suis pas avec elle au jour le jour, donc est-ce qu'elle est dispo à ce moment-là? Est-ce qu'ils ne sont pas en réunion? Je ne sais pas. Donc on ralentit un petit peu. Et puis j'ai aussi d'autres équipes qui sont cette fois-ci plus ou moins éloignées de mon métier. Et donc je vais avoir de la communication qui devient de plus en plus lente. Plus je vais m'éloigner, plus elle va être lente. Donc déjà, ça c'est une chose où généralement on a assez peu conscience de tout ça, encore moins on l'écrit. C'est-à-dire quelles sont justement ces relations, quel est le besoin entre chaque équipe. Cette équipe, j'ai besoin de parler souvent avec, celle-là, j'en ai pas du tout besoin. Mais si on regarde le schéma, au final, je remplace les petits bonhommes par un conteneur et hop, j'ai mon cube qui tourne, quoi. C'est ce qu'on sait faire dans le logiciel aujourd'hui. Alors,
un truc auquel j'ai pensé quand j'ai fait ça, je me suis dit, oui, mais une question qu'on pourrait avoir assez rapidement, c'est, puisqu'on parle de contractualiser, de restreindre les communications, bon, en fait, je suis juste en train de réinventer des silos dans mon coin. Ben non, la grosse différence, c'est que le silo, c'est j'ai besoin de parler à une équipe, j'en ai besoin pour réaliser ma tâche. Par contre, ils ne sont pas dispo, la communication est ultra lente, j'ai un mur entre les deux qui fait que je ne peux pas accéder, je ne peux pas faire mon travail. Ça, c'est le silo. Là, ce dont on parle, c'est d'expliciter les interactions, les dépendances, savoir qui a besoin de parler avec qui, mais aussi pourquoi et comment, avec qui je dois parler, à quel moment. Ah, mais en fait, ils ne sont pas sur ma time zone, mais alors je ne peux pas discuter avec eux. Enfin, il y en a pas plein de problèmes comme ça. Et le but n'est pas d'empêcher, ce n'est pas de monter des murs, c'est au contraire de faciliter chaque flux nécessaire de communication. Dit d'une autre façon, c'est de formaliser pour ne pas subir. Si on laisse des murs partout, ou si on laisse une communication intégrale, c'est du bruit dans tous les sens, ou alors il n'y a plus du tout de communication. Par contre, si on la formalise, c'est-à-dire qu'on va commencer à pouvoir la gérer, l'améliorer, voir là où ça fait mal aussi. Un truc, une fois qu'on commence à mapper ce genre de choses, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on va se rendre compte, mais souvent, vu qu'on ne le fait pas, on ne le voit pas, que deux équipes discutent très souvent ensemble. Et quand on regarde sur le papier, on se dit, oui, mais ils n'ont juste rien à voir. Ils ne bossent pas sur le même truc, il n'y a aucune interaction qu'on aurait imaginée entre les deux. Et à ce moment-là, on va se poser la question, mais pourquoi? Pourquoi ces deux équipes ont besoin de discuter? Peut-être parce qu'en fait, il y a une API qui est mal faite. Il y a une doc qui n'existe pas. Le service n'est pas suffisamment fiable. Et donc, de vouloir mapper tout ça va aussi pouvoir remonter un certain nombre de problèmes techniques qu'on va pouvoir résoudre. Et si on supprime, comme on avait avant, on a des liens de rapidité différentes, si on supprime ces liens qui ne devraient pas exister, ben on va juste fluidifier le travail derrière, et donc on retourne au début qui est juste de délivrer mieux, plus de valeur, plus rapidement, plus durablement. Alors comment on peut faire ça? Une chose que j'ai trouvée vraiment intéressante, c'est l'idée d'API d'équipe. C'est finalement, c'est tout bête, hein, mais c'est juste de dire, parfois c'est fait, rarement de manière structurée, mais dire, ben voilà, notre équipe, c'est l'équipe Intel, on fait ça, voilà comment on travaille, comment nous joindre, avec qui on interagit, etc. Et juste le formaliser. C'est tout bête, hein, ça prend quelques minutes pour chaque équipe, mais là déjà, déjà on se pose des questions. Ça veut dire que les gens qui, dans une équipe, vont se poser des questions. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ce qu'on fait est vraiment clair ou pas? Comment on va l'expliquer? Comment on va aussi permettre aux gens de nous contacter? Oui, on pense qu'ils devraient nous contacter quand ils ont une question sur tel sujet. Ben, on va le faire. Alors là, j'avais juste un exemple pas mal là-dessus. J'ai discuté avec un ami il y a quelques jours et il me disait ils viennent d'être achetés par une plus grosse entreprise et donc ils découvrent et tout. Et puis ils avaient une question. Alors c'était sur une image de cœur. Et puis ils disent ben voilà, à qui il faut qu'on demande pour cette image? Alors quelqu'un dit, ah ben voilà, faut aller demander à l'équipe bidule. Ils ont tous des noms de code. Résultat, le nom ne dit jamais ce que l'équipe fait. Alors ils vont voir l'équipe bidule, ah non, non, c'est pas nous, c'est l'équipe machin, mais c'est l'ancienne équipe truc. Ok, ils y vont, ils vont voir, ah non, non, mais en fait c'est bidule, mais qui lui est dans la nouvelle équipe, etc. Et en fait ça n'en finit plus, plus personne ne sait qui fait quoi, et personne n'arrive à savoir, ok, mais j'ai une question sur ce sujet, il me faut 3 jours juste pour trouver la bonne personne, quoi. C'est quand même un peu ballot, quoi. Et donc, voilà, justement, si on revient encore au but, c'est-à-dire si on veut délivrer de la fonctionnalité de manière sérieuse, ça ne marche pas, en fait. Alors, bon, là, c'est bien, on parle un petit peu de communication, mais c'est comment une équipe? Tout à l'heure, on avait cette idée d'équipe qui était finalement juste quelques personnes qui communiquent de manière assez rapide entre elles, qui forment un groupe. Alors, la première chose quand on parle d'équipe, c'est souvent la taille. Quelle taille doit faire une équipe? C'est un peu comme quelle taille doit faire un microservice. Il y a souvent pas mal de réponses. L'un des critères, c'est généralement le nombre de relations. Plus on a de personnes, plus on a de canaux, plus ça fait de bruit. L'autre qui est assez intéressante, c'est les nombres de Dunbar. Je ne sais pas si je prononce très bien, mais qui déterminent un peu les différents niveaux, les différents cercles en fait
et le temps qu'on passe, on va dire, dans nos interactions sociales. Et qui est dire que finalement, on va passer 40% de notre temps social, de notre temps de discussion, de communication avec grosso modo 5 personnes. Alors tous les chiffres, c'est tout approximatif, ça dépend des gens, ça dépend du contexte, etc. Mais c'est juste des ordres de grandeur. Mais 40% du temps, et si on rajoute un cercle de 10 personnes, on rajoute 20%. C'est-à-dire que 60% de notre temps est passé avec maxi 15 personnes, grosso modo. Si on regarde ça, donc le but, c'est toujours de garder cette fluidité de communication avec ces gens. Après, plus on va aller dans les cercles externes, plus il y a de monde, donc moins on va passer de temps avec chacun. Et finalement, ça marche assez bien, ça colle assez bien aussi aux chiffres qu'on peut avoir dans Scrum, où on est, je crois, plutôt de 5 à 9 personnes, ce genre de choses. Là, finalement, on pourrait dire la bonne taille d'une équipe, pour que ce soit efficace, on est 5-6 personnes, et on peut imaginer avoir 2 à 3 équipes max qui communiquent de manière un tout petit peu plus proche. C'est finalement ce qu'on avait sur les schémas d'avant, où on a cette communication, donc les 5, c'est finalement la communication très rapide au sein de l'équipe, et avec une autre, peut-être 2, on baisse déjà un peu le flux entre les personnes. Donc bon, rien de bien nouveau là-dessus. Les autres cercles sont assez intéressants, ça va définir un peu le nombre de personnes, par exemple autour de nous, où on est capable de savoir ce que la personne fait. Qui est cette personne? Si je la vois ou pas, si on n'est pas physionomiste, mais je sais ce que cette personne, quel est son rôle dans l'entreprise. Là, on va plutôt être autour de 50 personnes, peut-être un peu plus. Et puis, on va continuer comme ça, et à un moment donné, on n'y arrive juste plus, en fait. Et c'est là où, généralement, il faut se poser les questions aussi, ok, mais comment je vais séparer en d'autres modules qui, eux, vont avoir des communications encore plus lentes entre eux. Mais bon, c'est encore un autre sujet, mais qui est assez vite problématique dès qu'on est à l'échelle. Donc, une équipe, ok, on a une certaine taille. Une autre donnée des équipes que je trouve vraiment intéressante, c'est finalement la charge cognitive que va être capable de supporter l'équipe. Alors, la charge cognitive, il y en a finalement 3. La première, la partie intrinsèque, c'est grosso modo ce qui est lié à la tâche en elle-même. Donc, ça va être la qualité de mon code, la complexité de mon code. Tout ce dont j'ai besoin de savoir, d'apprendre pour faire ma tâche précisément. La charge extrinsèque, c'est plutôt l'environnement dans lequel elle est effectuée. Donc là, ça va être, ok, mais comment je déploie? Comment je vais la configurer? Voilà, toutes ces choses qui sont un petit peu plus externes. J'ai fait ma fonctionnalité, mais elle ne vit pas encore. Donc il faut que j'aille la mettre ailleurs, il faut qu'elle vive dans son environnement. Et puis la charge essentielle, c'est un peu tout le reste qui est un peu plus lointain. Là où je vais vouloir réfléchir pour améliorer les performances, pour apprendre de nouvelles choses, les relations avec les autres services, avec les autres équipes, parce que voilà, ma tâche, je l'ai faite, j'ai pu la déployer, mais elle ne vit pas toute seule, elle vit dans un monde. Et tout ça, ça reste assez intéressant. On reviendra un peu sur cet aspect plus tard, mais disons que pour une équipe, on a une charge globale, et à un moment donné, on ne peut pas la dépasser. Donc il va falloir savoir aussi qu'est-ce que ça veut dire, comment je la gère, qu'est-ce que je peux faire en fait là-dessus, ou comment je peux l'améliorer, pourquoi pas. Un autre aspect, c'est tout ce qui est ownership. Une équipe a besoin de owner ou de posséder le sujet sur lequel elle travaille. Et on parle bien toujours d'équipe, pas d'individu, c'est complètement différent. C'est l'équipe en tant que telle qui own le projet, le logiciel, son scope. Il y a toujours derrière ça le problème de responsabilité de tout le monde, c'est généralement celle de personne. Le nombre de fois dans les entreprises, je ne sais pas, on a, par exemple une CI, voilà, on a des équipes de dev, et puis il y a la CI, et puis oui, c'est le problème de tout le monde, mais on n'a pas d'équipe qui s'occupe de la CI, donc au final c'est le problème de personne, qui s'en occupe, qui fixe quand le build est rouge, bon, c'est pas trop. Voilà. Donc l'idée là, c'est jamais partager l'ownership sur quelque chose. S'il y a un composant partagé, en fait non, ce composant, une équipe va l'avoir réellement. Et donc si on a quelque chose, elle en devient responsable. Elle va le gérer, elle va l'améliorer. C'est son boulot réellement. Et les autres, après, en dépendent. Et donc là, il va se poser aussi des questions, comment on dépend d'une autre équipe et qu'est-ce qu'on fait?
Une équipe, c'est aussi une certaine diversité. Donc là, c'est de manière très générale sur les équipes, mais plus on a de diversité dans les équipes, plus on va avoir de créativité, plus on va aller vite sur des nouvelles idées, parce que simplement, on va mélanger les points de vue, les expériences de tout le monde. Et puis une équipe, bah, c'est un tout, c'est un ensemble, et c'est pas des individus. Il y a alors je sais plus si c'est un article ou un bouquin, je crois que c'est plutôt un article assez intéressant qui venait de chez Google. En fait, ils ont étudié finalement leurs équipes et se rendu compte que, alors, on peut le penser intuitivement, mais c'est autre chose en fait de le démontrer, de l'écrire, que qui est dans l'équipe apporte beaucoup moins que la dynamique qu'on a à l'intérieur de l'équipe. Alors, c'est pas pour foncer les portes ouvertes, mais ça reste une chose importante à prendre en compte. Parce qu'on ne veut pas une accumulation d'individus. On veut vraiment l'équipe en tant que telle. Et c'est ce qui va permettre aussi d'avoir cet aspect de charge cognitive de l'équipe et pas juste la somme des charges cognitives de l'ensemble des membres de l'équipe. Puis l'équipe, bon après, c'est aussi un état d'esprit, mais c'est-à-dire qu'on veut de l'entraide, on veut que les gens soient focus sur les objectifs de l'équipe, pas sur ses propres objectifs. On veut du mentoring, on veut des choses comme ça. Et en même temps, ça veut dire l'inverse, c'est qu'il faut aussi valoriser l'équipe et pas les individus au sein. Et puis, je crois que c'est le dernier sur l'équipe, il y a une question de responsabilité. Donc c'est quel est mon scope, par exemple, de fonctionnalité que l'équipe va gérer. Là, il va falloir le mapper sur la charge cognitive. Le cas classique, quand on se loupe là-dessus, c'est une équipe a trop de choses à faire. Et au final, on a trop de choses, on n'y arrive plus. Alors après, il y a deux façons de faire. On peut réduire ce que l'équipe fait. Le problème, c'est que si on a une masse de choses à faire et qu'on a un certain nombre d'équipes, on ne peut pas juste réduire, quoi. Par contre, on peut améliorer la partie charge cognitive pour justement permettre à l'équipe de prendre plus de choses. Alors, ça c'est pas mal, mais c'est pas super clair, quoi. On va pas dire que c'est un peu flou, mais c'est pas super clair. Le truc, c'est que je réponds toujours par la question, ok, mais comment je vais gérer mes équipes dans le but de créer mon système technique? Et alors là, je vais m'appuyer sur, on le trouve en bouquin, il y a aussi pas mal de ressources et tout. Donc ça s'appelle Team Topologies, donc vous verrez, il y a le lien à la fin, vous pouvez le googler, ça va assez vite. C'est super intéressant. Bon, j'ai marqué framework, je ne sais pas si c'est vraiment le bon truc, si c'est entre framework ou on va dire design pattern, ou une boîte à outils, un peu comme on veut, mais pour organiser les équipes, et donc dans le but d'obtenir le design technique souhaité. Et ça répond déjà, peut-être, un petit peu à la question de tout à l'heure, qui est pourquoi on a la loi de Conway depuis 68 et qu'on ne l'utilise toujours pas. Peut-être qu'une des choses qui manquait, c'est des outils qui nous permettent de l'appliquer. Parce que là, Conway, on peut la filer à tout le monde va la comprendre, mais de là à être capable de l'appliquer, c'est pas la même chose. Et donc, on a besoin d'outillage pour ça. Alors, je vais juste faire une très courte parenthèse là-dessus, je ne rentrerai pas plus dessus, mais finalement, DevOps, c'est aussi un peu ça. Limité à deux aspects. On ne va pas forcément assez loin, mais c'est bien l'idée de casser les silos, de voir un peu plus comment les gens de métiers, on va dire, différents communiquent. Ça ne répond pas forcément à tout. Là, c'est un peu plus global. Et l'avantage de ça, c'est qu'une fois qu'on a ça, on a quelque chose sur lequel on peut travailler. On va avoir des concepts qui sont assez simples, comme en fait on serait en train de définir une architecture technique, et en fait, oui, j'ai mes design patterns, j'ai quelques frameworks, j'ai des outils, je vais les mixer ensemble et je vais arriver à faire mon truc. Donc ça se présente comment? Ça se présente grosso modo avec 4, alors ils appellent ça topologie d'équipes, 4 types d'équipes et 3 modes de communication. Et donc toujours en tête, les équipes que je fais, elles vont de toute façon de fait, c'est le principe, créer un logiciel qui correspond à leur structure. Donc je veux l'intégrer dès le départ. Alors on va passer petit à petit sur les différentes topologies. La première, alors j'ai gardé les noms en anglais, parce que je ne suis pas sûr que les noms, si je les traduisais déjà, ce serait juste moi qui les traduis, et vraiment le sens adéquat. Et l'essentiel de la littérature aujourd'hui est en anglais là-dessus. Donc le premier, c'est Streamline. C'est l'équipe qui gère un segment métier de bout en bout, c'est-à-dire de la construction du code, même des fonctionnalités, c'est-à-dire qu'on va aussi intégrer le produit dedans,
jusqu'à la capacité de l'exécuter en production et de le gérer. C'est le type principal. Grosso modo, s'il y a un type d'équipe, c'est celui-là. Les autres sont intéressants, mais c'est le mode de fonctionnement principal. Ça se rapproche un peu de ce qu'on appelle aussi les feature teams. Après, ils ont essayé là-dedans d'être plus dans la notion de flux, donc de stream, qui est finalement le flux de travail qui nous amène à nos fonctionnalités, plutôt que de voir la feature comme quelque chose de parfois un peu fixe, c'est-à-dire qu'on la définit, on va monter une équipe pour travailler dessus, et une fois que la feature est là, peut-être qu'on la maintient, peut-être pas. Là, on est plus sur un segment. Un segment, ça peut être par exemple une équipe qui se concentre sur un persona ou sur un domaine métier. Après, il y a plein de variations possibles, il n'y a pas de règles précises là-dessus. Donc ça, c'est le principal. Toutes les autres ont un objectif, réduire le fardeau de celle-là. C'est celle-là, finalement, qui va livrer les features. C'est là qui va définir le produit final. Le reste, c'est que de l'aide. Mais définir cette aide est justement très intéressant. Le premier type d'aide pour les équipes, c'est ce qu'ils appellent l'enabling. Son but, c'est simplement d'être du support pour les autres équipes, d'être là pour apporter de l'aide, apporter de la connaissance, aider par exemple une nouvelle équipe à démarrer ou à intégrer une nouvelle techno, ce genre de choses. Le deuxième, c'est tout ce qui est sous-système compliqué. Alors, des exemples, il peut y en avoir plein. Je ne sais pas, typiquement, je bossais il y a déjà des années, mais on faisait du drone. Du drone, c'est bien, mais il faut que quelqu'un fasse tous les calculs mathématiques, les formules et tout, de trajectoire et tout. La personne qui fait ça ne va pas livrer la feature. Par contre, elle va générer tout ce qu'il faut, travailler sur les aspects mathématiques, de modélisation, de tout ça, puis le fournir aux équipes, les streamlines, qui, elles, vont fabriquer la feature qui va derrière. Mais après, il peut y avoir plein d'aspects. Ça peut être, je ne sais pas, il y a un composant très spécifique. On peut avoir des problématiques, je ne sais pas, une problématique de base de données hyper spéciale. Enfin bref, il y a plein de sujets dans le genre. Et le dernier, celui-là, je l'aime beaucoup parce que généralement, les gens ne le comprennent pas, ou mal, c'est le platform team. Le truc principal, c'est qu'un platform team fournit un produit aux autres équipes. Ça veut dire qu'on a une relation qui est quasiment client-fournisseur. Ça veut dire que donc, le but, c'est d'aider les streamlines, donc typiquement, c'est d'accélérer la livraison. L'exemple le plus simple, c'est les teams avant qu'on avait d'infrastructures qui finalement deviennent plateformes. On ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Et l'exemple basique, c'est par exemple le déploiement. Avant, par exemple, on avait, je sais pas, il fallait faire 4 PR dans 3 équipes pour déployer un truc. Si je veux que mon streamline puisse shipper, il pousse dans une branche dédiée et ça marche, c'est parti, quoi. Mais la plateforme team va devoir fournir des outils. Elle ne fait pas les choses. C'est-à-dire que la plateforme team n'est pas là pour déployer. Elle va fournir l'outil qui déploie. Et les autres équipes vont l'utiliser. La plateforme team, je ne sais pas, ne va pas... elle ne va pas faire le travail des autres. Elle fournit que des outils, des API, des processus, tout ce qu'on veut, mais les autres l'utilisent. Elle ne va pas faire, par exemple, le monitoring, elle va fournir les outils de monitoring. Et ça, c'est un switch qui est parfois un petit peu compliqué, parce que les gens sont venus d'une culture où ils faisaient, et les autres utilisaient ce qui était fait, venaient s'intégrer dedans. Là, l'idée, c'est vraiment différent. C'est un switch qui n'est pas si simple, mais qui par contre apporte beaucoup, parce que ça permet de rendre les autres teams autonomes. Et typiquement, quand on a aussi la notion tout à l'heure de shared ownership qu'on ne veut pas, on va aller sur un platform team. Je ne sais pas, on a par exemple du front, on veut des composants réutilisables. Parfois, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir, je sais pas, on avait 2 équipes front, ils vont se mettre d'accord un peu entre eux, ouais tiens, on va faire tel composant de liste, de bouton, de je ne sais pas quoi. Et puis le jour où ça pète, oui, mais c'était toi, mais non, mais on avait dit, on faisait comme ça. Bref, personne s'entend avec. Il y a toujours de la friction, il y a toujours des conflits, parce que les gens, en fait, ils ne s'alignent pas toujours non plus. Ils ont chacun en fait leurs objectifs. Là, l'idée, c'est on va descendre ça sur un platform team,
qui va les créer, qui va les honner réellement, qui va les gérer. S'ils pètent, il les fixe et terminé. Par contre, tous les autres vont les utiliser. Donc voilà, grosso modo, les quatre principaux types d'équipes. Et puisque tout à l'heure, on parlait quand même de structure de communication, on a 3 modes de communication. Et c'est là, et puis ensuite la combinaison des deux, qui devient pour moi vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'on va enfin se poser la question de, c'est bien d'avoir défini des équipes, qui fait quoi, comment, mais comment on discute entre les équipes? Alors, il y en a 3. Le premier, c'est la collaboration. L'exemple classique, c'est justement un streamline donc, qui va faire ses fonctionnalités et un enabling qui va, je sais pas, aider à bootstrapper un nouveau service, aider à migrer sur une nouvelle techno. C'est-à-dire que cette autre équipe va finalement se rapprocher de la première pour une période donnée. L'idée, c'est que ce n'est pas quelque chose de durable jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire qu'on est là dans un objectif précis et on va vraiment avoir les équipes qui travaillent de pair. Alors, on a de la communication entre deux équipes, c'est toujours un peu plus lent, on ne peut pas intégrer, sinon on vient juste de doubler la taille de l'équipe, ce qui pose son lot de problèmes aussi. Mais voilà, ça va permettre d'intégrer, de découvrir de nouvelles technos, pourquoi pas du mentoring, des choses comme ça. On va aussi avoir donc la facilitation. Donc là, on est... Alors oui, la première, c'est plus sur la découverte. C'est-à-dire que je suis en train de confondre les deux, mais on va... typiquement, voilà, je disais les deux équipes front qui vont travailler pendant un temps ensemble pour déterminer des choses similaires et ensuite c'est bon, on a déterminé, on peut passer à la suite. La facilitation, elle, lui, va vraiment se concentrer sur l'aide, le mentoring. Ça peut être, par exemple, de fournir une ressource supplémentaire, une ressource, je veux dire, humaine, en fait. Quelqu'un de plus qui a eu l'expertise là-dedans et qui va venir, qui va démarrer, aider à bootstrapper, et hop, elle repart ailleurs parce qu'elle a autre chose à faire. Donc là, voilà, c'est une équipe qui en facilite une autre, et pas plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas une équipe qui, d'un coup, se met à aider toutes les autres équipes de la Terre. Parce que là, ça ne marche pas non plus. Et puis on a la dernière, qui est du as a service. Alors celui-là, je ne sais pas vraiment comment le traduire pour que ça passe bien. Ça va être par exemple aussi justement les plateformes Team, ou tout ce qui va être lié aux sous-systèmes compliqués. C'est, voilà, je fournis quelque chose aux autres, ils doivent pouvoir le consommer. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils puissent savoir comment l'utiliser, trouver la documentation, etc. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'au moins, on détermine ces liens. Et on est capable de les voir et peut-être de les améliorer derrière. Alors, avec tout ça, on peut aussi faire une chose qui est intéressante, c'est qu'on peut revenir sur l'idée de la charge cognitive et de voir, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui pourraient nous aider là-dedans? Parce que finalement, si on a des meilleures pratiques, je parle par exemple de code, on va pouvoir baisser notre charge intrinsèque, c'est-à-dire celle qui est là tout le temps, au jour le jour. Je ne sais pas, notre framework de test est compliqué, on n'arrive pas, à chaque fois qu'on fait un test, il nous faut une demi-journée pour 3 lignes de code. Ok, donc il faut penser à plein de choses. Peut-être qu'on peut améliorer tout ça. Et ça, on va avoir typiquement les teams enabling qui vont venir aider pour ça, qui vont venir aider à appréhender une nouvelle techno, à simplifier du code, pourquoi pas en supprimer, je ne sais pas. Si on est sur tout ce qui est outils, je veux pouvoir déployer plus vite. Si mon déploiement devient une non-opération, parfois ça simplifie la vie, quoi, de beaucoup. Et en fait, quand on dit ça simplifie la vie, ça nous juste libère du temps de cerveau, quoi. C'est ça en fait finalement derrière. On va avoir les plateformes Team qui vont agir directement là-dessus, ou les sous-systèmes compliqués. Je dois gérer un truc, j'arrive jamais. Et ok, on monte une équipe pour ça. C'est son job. Et en fait, elle vient de me libérer tout ça de mon boulot quotidien. Et puis la charge essentielle qui va être plutôt externe à ce que je fais, mais j'en ai quand même besoin. Si simplement on explicite les relations client-fournisseur entre les équipes, qui a besoin de qui, on va pouvoir enfin travailler dessus. On sait qui nous fournit réellement ça. Et si quelque chose se passe mal, on sait qui aller voir. Généralement, c'est comme l'histoire que je disais tout à l'heure avec la Docker, où oui, mais c'est telle équipe, non, c'est telle équipe, non, c'est telle équipe. On a besoin d'expliciter tout ça. Alors une fois qu'on a ça, en général, c'est là où on peut commencer à jouer. On peut commencer, ok, je vais commencer à mapper tout ça pour définir les équipes.
Alors, un truc qu'ils ont fait qui est assez sympa, c'est qu'ils ont quand même, c'est là l'idée en fait de boîte à outils, c'est de définir. Alors, c'est leur convention, on peut mettre ce qu'on veut en fait, ça c'est juste graphique, peu importe, mais d'avoir ces conventions visuelles sur lesquelles on va pouvoir discuter, comme on serait en train de faire, je ne sais pas, un diagramme UML, un diagramme d'archi, des choses comme ça en fait. Et on voit dans celui qui est en bas avec les interactions, on va pouvoir représenter tout ça, c'est-à-dire les équipes, leur communication, qui parle avec qui, pourquoi, et justement lever les problèmes ou améliorer simplement ce qui se passe. Alors, je ne vais pas pouvoir vous donner des solutions pour régler tous vos problèmes parce que ça dépend de plein de choses, ça dépend de plein d'équipes. Je peux juste, sur le temps qui reste, parler vite fait un petit peu dans la pratique, ce que ça donne. C'est ce qu'on essaye de mettre en place chez Docker. Alors je dis qu'on essaye parce que ça reste quelque chose qui est évolutif. C'est pas figé. Il va falloir itérer dessus. Une des premières choses quand même, c'est toujours la même, c'est que la communication, c'est quand même pas simple, mais c'est la clé. Et déjà, simplement expliciter la communication, c'est déjà un énorme boulot. Parce que généralement, même quand on définit des équipes, ok, on va définir des équipes, toi tu as tel scope, toi tu as tel scope, puis on se dit, bah, c'est bon, c'est clair. Ben non, en fait, parce qu'on ne sait pas qui discute avec qui a besoin. Avoir clairement une dépendance entre deux équipes, c'est hyper important. Si on le met en évidence, déjà ce qu'on ne voit pas, on a quand même du mal à le corriger. Si on met en évidence, ah bah oui, mais alors, peut-être qu'au lieu de faire une réunion au bout de 6 mois de friction, on aurait pu se dire, oui, mais ces deux équipes, elles ont besoin de discuter. Donc on va leur faire un point quotidien, on va avoir, je ne sais pas, un représentant de chaque équipe qui, toutes les semaines, discute des problèmes et remonte dans son équipe. Enfin, quelle que soit la solution, en fait. Le truc qui est quand même assez intéressant, parce qu'on a beaucoup parlé, en tout cas c'était le sujet d'organisation, la technique aide quand même à réduire la charge cognitive. Et donc, on n'est pas entièrement non technique. Le fait d'améliorer les processus, d'améliorer tout ça, va réduire la charge cognitive, fait que les équipes vont aussi se sentir mieux et vont pouvoir mieux communiquer derrière. Alors c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les entreprises où justement les gens pèsent sur, je sais pas, la CI qui est trop lente, le déploiement qui marche pas, le service qui est pas bon. Finalement, si on s'attache à tout ça, mais pour s'y attaquer, souvent il faut monter des équipes. Il faut que quelqu'un own les problèmes. C'est souvent les problèmes dont personne n'est responsable en fait. Donc si on est capable de les mettre en évidence, on va pouvoir les corriger. Si on les corrige et qu'on réduit la charge sur les équipes, sur les individus, on va pouvoir prendre plus de fonctionnalités, on va pouvoir aller plus loin dans ce qu'on fait ou juste de manière plus sereine. Et un des derniers trucs, c'est qu'il n'y a pas de bonne solution. Par contre, il y en a plusieurs mauvaises. Ça veut dire une chose, c'est qu'il y a deux aspects là-dedans. La première chose, c'est de se rendre compte de ce qui ne marche pas. Mais c'est à chacun, à chaque équipe, à chaque organisation, de trouver la solution qui leur convient. Une solution qui marche quelque part ne marchera pas ailleurs, parce que les gens sont les mêmes, le métier n'est pas le même. Vous avez une équipe distribuée en France, vous avez une équipe distribuée sur 2 continents. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent agir. Et le plus important, c'est d'être dans le processus. C'est-à-dire qu'on commence, là maintenant on a des outils, on va pouvoir déterminer, ah oui, mais alors toi comme équipe, t'es quel type? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vraiment tu fournis aux autres dans ton organisation? Et puis on va commencer à articuler tout ça. C'est un processus en fait pour avancer là-dessus. Donc voilà, donc j'ai pas de solution. J'ai toujours pas répondu à quelle est la taille du microservice. Donc vous n'aurez pas la réponse. Ça va justement découler de tout ça. C'est-à-dire qu'une fois que tout sera mis en œuvre, en fait, les choses vont devenir beaucoup plus limpides parce qu'en fait, une équipe gère ses services. S'il y a un seul, un seul stream de boulot, peut-être que c'est qu'un seul service. Si en fait l'équipe gère 4 choses différentes sur le même persona, peut-être que c'est 4 services. Mais au final, peu importe, c'est plus un problème en fait. Ou c'est un problème qu'on gère complètement différemment. Et merci pour cette conf. Merci tous d'avoir écouté. J'ai juste un tout dernier truc. Comme je ne fais pas souvent des confs justement aussi peu techniques là-dessus, si vous avez des remarques ou autres, si c'était bien ou pas, je suis preneur de vos retours.
Et là, de toute façon, on est à court pour les questions. Mais si vous avez des questions, voilà, et je serai encore aujourd'hui, demain sur le stand de cœur. Donc, venez voir. Et je vais sortir les slides avec y compris les liens et tout. Mais en gros, si vous googlez Team Topologies, vous trouverez directement. Il y a des GitHub, il y a des choses comme ça. Merci.